Bonjour à tous et bienvenue sur Applied Digital, un podcast d'Inventive. Dans ce podcast, on réunit nos différents experts pour parler de développement applicatif, web et mobile. Merci de vous abonner et de partager le podcast. Bonne écoute! Cette semaine, je suis en compagnie de Catherine Sauzet, directrice du département design, et Alexa Tessier, designer UX/UI, pour parler de la place du UX/UI dans la réalisation d'un outil numérique applicatif. Bonjour Catherine, bonjour Alexia. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui avec moi. Aujourd'hui, on va parler de UX/UI, mais avant de mettre la table, avant de parler de quoi que ce soit, je pense que c'est important que vous vous présentiez. Donc, je vous laisse la parole. Peut-être Catherine, tu peux commencer. Oui, avec plaisir. Bonjour, mon nom c'est Catherine Sauzet. Je suis directrice du département de design chez Inventive depuis... ça fait 11 ans que je suis chez Inventive, ça doit faire 6 ans que je suis directrice. J'ai commencé comme designer UX/UI, je suis devenue lead designer UX/UI et puis ensuite directrice. Et donc, je guide l'équipe à travers les projets, que ce soit marketing ou vente ou projet applicatif. Donc, un peu de tout. Parfait. Puis, je souligne que Catherine était ma buddy pour mon intégration, mon onboarding. Donc, merci Catherine, je n'oublierai jamais ces beaux moments. J'espère que j'ai été une bonne buddy. De questions-réponses assez intenses de ma part. Alexia, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Alexia, je suis UX/UI chez Inventive depuis presque 1 an, on y arrive. Ça fait déjà 5-6 ans que je travaille dans ce domaine. J'ai pas forcément de spécialité en tant que telle, c'est-à-dire que je travaille aussi bien sur du site web ou sur des applications. Ok. Et puis c'est bien le fun. Tu aimes ça? Oui. Parfait, c'est ce qu'on veut. Donc c'est ça, l'objectif de ce podcast aujourd'hui, c'est de présenter la place du UX/UI dans la réalisation d'un outil numérique applicatif. Donc vous le savez, on crée des applications web et mobile au quotidien, puis nécessairement quasiment tous nos projets, si ce n'est tous, passent par l'étape UX/UI parce que c'est vraiment la base en fait de tous les projets. Avant d'en parler en profondeur, je pense qu'on peut déjà définir le UX/UI pour qu'on soit tous pour qu'on ait tous le même degré d'information. Donc je sais pas qui veut prendre le lead pour nous présenter, nous définir ça assez simplement. Alors, j'ai peut-être une métaphore, analogie. Ouais. Analogie. Là-dessus, je pense qu'on peut prendre l'exemple de la maison. Donc, lorsque vous construisez votre maison, il y a cette notion de je veux bâtir un bâtiment qui sera peut-être sur 2 étages avec plusieurs pièces. Ça, c'est le UX. C'est vraiment les fondations. Et ensuite, associé à ça, il y a le UI qui va venir en fait magnifier l'expérience. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer dans ta maison, tu vas peut-être avoir un immense hall d'entrée avec une belle table de réception parce que tu es quelqu'un qui apprécie recevoir des gens chez eux. Voilà. En fait, c'est toute l'expérience au final que tu vis. Et pour peut-être apporter de la précision, ouais. UX, c'est User Experience et UI, c'est User Interface. Ok, c'est très clair. J'aime les analogies, puis je pense qu'elles fonctionnent très bien. Elle était excellente. Pour expliquer, puis c'est ça aussi ce qui est important, puis on va pouvoir en parler, mais c'est que tu fais pas une maison pour un jeune bachelor comme tu fais une maison pour une famille avec 3 enfants. Donc, il faut aussi toujours adapter la maison, la solution aux utilisateurs. Puis ça, c'est un de vos rôles clés. Si on repart aussi pour mettre les bonnes bases, je pense que le nouveau nom de l'équipe design serait idéal. Donc, le nom de l'équipe design, c'est Abstract. Puis tout ça, il y a une histoire derrière ça que je vais laisser Catherine raconter parce qu'elle permet vraiment de comprendre ce que vous faites au quotidien. C'est assez simple. En fait, on cherchait un nom de squad et puis on s'est fait un beau brainstorm d'équipe comme toute bonne équipe de design fait. Donc, on a réussi à se mettre en accord et puis on est allé avec Abstract parce que on prend des idées très abstraites et puis on les rend concrètes. Donc, c'est vraiment notre travail au quotidien de définir l'abstrait. Okay. On trouvait que ça nous représentait bien. C'est parfait. Ouais, on a même poussé le concept un peu plus loin parce que le au-delà de l'essence du nom, il y a aussi le design associé à ça. Donc, en fait, le logo, comment on communique en interne avec ça. Et finalement, on est arrivé à trouver une bonne synergie entre toutes les têtes de l'équipe parce que on est une dizaine aujourd'hui, je crois. Plus moi, 12. Ouais. OK, quand même. C'est quand même une grosse équipe et ça...
Puis On est plutôt globalement, content. donc l'équipe, vous êtes designer UX UI, certains sont plus UX, d'autres sont plus UI, puis après il y a des personnes comme Alexia qui font les deux, ou Il y comment a un ça peu se passe? de tout dans l'équipe. On a une grosse équipe qui est composée de UX researchers, on va dire en anglais. C'est plus ceux qui sont en amont, donc proches de la stratégie, en début de projet, Ouais. recherche de besoins et toute la phase début. Après ça, les UX UI. Plusieurs dans l'équipe sont UX et UI. On a des UI, donc quelqu'un qui fait que du UI, qui se concentre que sur la marque aussi. OK. Et pour les besoins du marketing, on a de l'infographie et du vidéo, des personnes qui font du montage vidéo aussi. Donc, vraiment, on a une équipe de A à Z qui peut faire tous les pans d'un projet design. OK. Puis donc, si on parle vraiment de votre rôle, de votre équipe, ça serait... vous recueillez toutes les informations, donc à la fois les requis du client, vous essayez d'arrimer ça aussi à l'aspect technologique, aux choix technologiques, puis aux besoins et aux contraintes technologiques. C'est vous qui donnez une structure à toutes ces informations avec la stratégie. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus qu'est-ce que vous faites avec ces informations, comment vous les processez, puis comment ça va se traduire après pour la suite des projets? Alexia? On a plein d'étapes là-dedans. C'est très vaste. Alors, au départ, on y va avec une pelle et une pioche pour recueillir tout ça. Non, plus concrètement, en fait, on essaye d'avoir trois piliers qui vont vraiment nous permettre de lancer un outil tel qu'il soit, que ce soit une application ou un site. Concrètement, ces trois pilier, ça va être s'aligner avec les enjeux business parce que aujourd'hui, il y a quand même une histoire de monétisation dans tout ça. S'aligner avec une vision du produit, vers où on veut aller. Notre produit à 1 an et notre produit dans 5 ans, il aura évolué dans tout ça. Et puis, il y a la voix de l'utilisateur qui est le cœur même de notre métier, où on est là pour dire, OK, on fait cet outil pour des vrais gens, pour des vraies personnes qui vont l'utiliser. Et ça, c'est important de toujours ramener un petit peu la voix de l'utilisateur pour dire, on fait ça pour eux. Ouais. C'est toujours la balance entre le budget, le timeline, la technologie, l'usager. Donc, c'est de trouver c'est ça, la balance entre tout ça et avoir la meilleure solution. Nous, on a toujours l'usager en tête, donc la meilleure solution pour l'usager. Mais il faut toujours avoir en arrière-plan le timeline, le budget, les efforts marketing du client aussi, parce qu'il y a quelque chose. Le client aussi, il y a des visées avec ce projet-là. Donc, il faut répondre à tout ça et garder ça en tête tout le long du projet. Donc, c'est un défi très collaboratif. On va en parler plus tard, je pense, mais il faut toujours être à l'écoute de tout le monde. Parce que c'est ça, en fait, la dernière fois, quand on en discutait, c'est ce que vous m'aviez dit, c'est que la solution idéale... UX UI, ça peut pas être ça peut pas être la solution la plus belle, ça peut pas être la solution la plus évoluée technologiquement parlant, ou ça pourrait l'être si c'est le requis, mais généralement, vous, l'enjeu principal de ce que je comprends, c'est d'arriver à prendre tous les facteurs, de les combiner, de les arrimer pour que ça crée quand même la solution idéale. C'est ça. Exactement. C'est ça, créer la solution, la solution idéale pour notre client, mais on a toujours faut toujours avoir, on est représentant du user, hein, c'est de user experience, fait qu'on représente l'expérience usagée, mais pour bâtir cette expérience-là puis que l'usager a la meilleure expérience, il faut quand même être contraint on a des contraintes de temps pour livrer au marché, contraintes de budget parce qu'il y a toujours un budget, contraintes de stratégie marketing ou de stratégie à long terme, donc on veut aller vers une avancée, donc il faut le garder toujours en arrière-plan dans notre tête, donc c'est vraiment de concilier, arriver à balancer tout ça pour avoir la meilleure expérience pour notre usager, pour notre client. Il y a 20 millions d'expériences différentes qui pourraient être meilleures, mais nous, c'est avec tous ces facteurs-là, on va réussir à faire la meilleure proposition avec tout ça en tête. Puis quand vous dites que vous gardez l'utilisateur au cœur toujours de la démarche, puis que c'est toujours votre priorité, ça c'est grâce au user research, à tout ce travail-là qui a été fait en amont. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a le travail de la stratégie aussi, je suppose. La stratégie est plus globale. Ça va être la stratégie, justement, plus
plus côté business d'habitude, là, mais l'usager, oui, ça va être avec la recherche usagée. Là, on va avoir des données sur des métriques avec des user journey, avec des personas, avec des entrevues qualitatives, quantitatives. On va vraiment aller chercher le plus de... Si on peut, dépendamment du budget, du projet, on va aller chercher le plus d'informations qu'on peut avoir pour pouvoir nous aider à avoir la meilleure décision pour notre projet ensuite. Ouais, OK. Donc, on sait qu'est-ce qu'une solution idéale doit être, c'est-à-dire la combinaison de beaucoup de facteurs. Maintenant, pour arriver à ça, je pense qu'on peut pas mal passer de temps à parler de la méthodologie de travail qui est, je pense, relativement dense. D'abord, si on part du début, mettons, c'est quoi les éléments parfaits à avoir en main pour bien commencer un projet, pour se sentir assez à l'aise de se dire, OK, on a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Est-ce que l'une de vous peut me... J'ai ce sourire parce que quand est-ce qu'on a tout en main pour bien commencer un projet? Oui. L'utopisme. Mettons, dépendamment si on est en discovery, donc en phase de début de projet, mais disons que là, on est plus en phase d'exécution. Ouais. On a tout en main. Donc, ce qu'on va avoir en main, c'est toute la recherche de stratégie, toutes les données, toute la recherche de UX research qu'on disait tout à l'heure. Donc, on va avoir vraiment un paquet de données, des tests utilisateurs, de user journey, nos personas. On va vraiment avoir un portrait. Plus on en a, mieux c'est. Ouais. Des KPI. Si le client a des données aussi, des fois, on ajoute des fonctionnalités dans une plateforme où on la construit de rien. C'est 2 scénarios complètement différents, mais si on la construit à partir de quelque chose qui existe déjà, aller chercher toutes les données sur ce qui existe, donc les pain points de l'application existante, ça peut être des très bonnes pistes pour voir vers où on s'en va avec ça. Est-ce que, maintenant que tu en parles, question rapide, est-ce que vous regardez aussi, dans le cadre de développer ça, ce qui est fait pour des produits similaires? Absolument. Benchmark, comme on dit en bon français. Oui, on va aller voir tout ce qui se fait dans le moment. On va aller voir dans la même industrie ou des fois une industrie différente, mais qui fait le même, je veux dire, pattern, là, qui utilise la même façon de travailler ou de fonctionner. On va aller chercher... les tendances aussi, les tendances, oui, ouais. Exactement. Toutes les tendances avec les nouveaux téléphones. Là, je vais parler beaucoup d'applications. Mon background est très applicatif, là, fait que tout ce qui est les nouvelles features qui vont sortir sur les nouveaux téléphones, le web, ça évolue aussi. Plus nos ordinateurs sont performants, plus on peut utiliser du vidéo, des plus grosses photos. C'est sûr que nous, on fait de l'applicatif plus que du marketing, des sites web vitrines, je veux dire. Mais quand même, traiter plus de données, ça prend plus de power dans ton ordinateur. Plus ça va, plus c'est possible. Les applications aussi, les téléphones sont plus gros, ils sont plus puissants, on peut avoir des plus belles images. Tu as les mises à jour des OS aussi, auxquelles il faut se mettre au courant parce que tu as des nouvelles fonctionnalités qui pop chez... On ne les citera pas, on les connaît. Mais oui, il faut être plutôt au courant parce que c'est des fonctionnalités derrière qui peuvent vraiment apporter une plus-value à ton appli. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de contenu de blogs ou des spécialistes qui parlent, par exemple, du développement d'applications mobiles et qui vont dire la tendance en UX UI, c'est par exemple d'avoir au maximum tant de pages ou tant de points de contact avant d'arriver à une action? Est-ce qu'il y a comme des règles sur ça ou ça dépend vraiment du produit qu'on veut créer? Il y a pléthore de règles. Les règles n'ont pas changé, je pense que c'est les mêmes depuis le début. Oui. C'est toujours les mêmes règles. C'est juste qu'on les applique différemment parce que les projets évoluent. Mais c'est les mêmes règles de base toujours, depuis toujours. C'est ultra spécifique. Souvent, c'est sur des components de la navigation, la hiérarchie du contenu. Voilà, c'est des choses très précises et finalement... Après, c'est une maxi recette auquel s'ajoute l'écosystème. J'aime bien, tout à l'heure, tu parlais de ça. Et en fait, on devient aussi de plus en plus fort quand on a l'habitude de travailler dans un secteur. Si on était, tu vois, tu travailles dans le secteur de l'écologie, t'as le vocabulaire associé. Tu commences à comprendre, en fait, comment les entreprises fonctionnent. Et ça aussi, ça aide beaucoup à faire un produit pertinent. OK. Et, tu sais, mettons... Je pense que c'est bien aussi si le client arrive avec une charte graphique, une stratégie de contenu. Mais par exemple, est-ce qu'une charte graphique,
mettons qu'il a un choix de couleurs, style, j'en sais rien moi, violet, jaune, bref, des couleurs comme ça, mais que on sait que, tu sais, il y a des couleurs qui vont beaucoup mieux fonctionner dans une application pour inciter à certaines actions que d'autres. Est-ce que ça, du coup, on retravaille la charte graphique aussi? Il y a tout ce travail, ça c'est plus du UI, je suppose. Absolument, absolument. Si le client a seulement une charte graphique, des fois, on arrive avec une charte graphique très minime, qui est une charte graphique plus print, disons. Ben nous, on va l'adapter à une charte graphique interactive, à une charte graphique applicative, là, avec des couleurs qui sont accessibles. On parle d'accessibilité aussi, donc il faut que ça soit accessible. Il faut ajuster les couleurs des fois du client pour s'assurer que ça soit parfait sur nos médias. OK. Très intéressant. Au niveau des outils, je pense que maintenant, l'outil avec un gros O qu'on utilise s'écrit avec un gros F et c'est Figma. Je pense que Alexa, tu pourrais nous en dire un peu plus sur Figma et est-ce qu'on utilise d'autres outils aussi connexes? Je suppose que oui, mais est-ce que tu peux nous présenter, mettons, les 3 à 5 outils principaux que vous utilisez au quotidien dans l'équipe design? Alors 5, je suis pas sûre d'arriver à le faire, mais peut-être 3, oui. Le number one, c'est vraiment Figma qui est notre source of the truth. Ça a apparu quand? Ça fait combien de temps? Quelques années, là, quand même. Ça fait un petit bout. Genre plus de 5 ans? Je sais pas, tiens, c'est une bonne... Je pourrais pas dire, ça fait plus de 5 ans. C'est qu'on s'habitue tellement vite à la pratique. Ça va vite, puis on a changé tellement rapidement dernièrement, en fait, que ça faisait un petit bout qui était sorti. Peut-être 5 ans. Est-ce que la COVID, est-ce que le fait d'être forcé à travailler à distance, ça a accéléré certaines choses? Dernière fois, on rangeait le bureau, puis on a vu la méga imprimante. Est-ce que s'il n'y avait pas eu le COVID, on aurait potentiellement continué à imprimer des choses qui aujourd'hui, je pense, nous semblent assez... On n'imprime plus depuis un petit bout. C'est ça, vous imprimez plus quand même, on était sur Sketch. Mais bon, on a fait toute une lignée de logiciels avant d'arriver à Figma. Puis donc Figma, c'est ça. En gros, dans Figma, moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'on est capable de reproduire quasi l'application sans que ce soit l'application, sans que ce soit réel, développé et tout. Mais comment ça fonctionne, c'est que vous designez tout sur Figma, puis après, ça rentre les spécificités pour les développeurs de pouvoir reprendre tous les éléments. Est-ce que c'est direct mon vocabulaire? Donc, je pense qu'on peut vraiment le peaufiner, mais si tu peux nous expliquer vraiment le fonctionnement. C'est un outil collaboratif où tout le monde est invité sur ton fichier. C'est stocké dans le cloud, donc tu peux y avoir accès de n'importe où. Ça, c'est plutôt pratique. Et en fait, on a plusieurs systèmes de permissions. Donc, en fait, ceux qui créent le fichier ont toutes les permissions, donc vous pouvoir modifier, changer, ajuster, etc. Alors que les développeurs, ils vont avoir plutôt un mode de viewer. Donc, en fait, ils vont venir juste lire les informations. Et effectivement, il y a Figma traduit une certaine partie du code pour eux. Si je dis pas de bêtises, il y a du CSS, du HTML et il y a peut-être un peu de Java, mais je me trompe peut-être, je m'avance peut-être un peu beaucoup, mais... On fera un autre podcast avec des devs pour mettre des gens plus techniques. Ce sujet. Mais concrètement, oui, ça leur donne pas mal d'informations et puis ce qui est pratique, c'est qu'ils peuvent vraiment aussi avoir toute la réflexion qui part vraiment de la partie strat UX et puis après qui s'en va jusqu'au UI, donc il y a pas mal de choses. Associé à ça, il y a aussi Miro qu'on utilise pas mal, qui est un outil... collaboratif aussi, mais à la différence c'est qu'on fait pas de design source of the truth, on est plutôt en brainstorming, on va pouvoir en fait inviter plusieurs personnes à faire des ateliers. Ça fonctionne super bien quand on a besoin d'explorer des pistes, quand on a besoin d'aller creuser certains besoins, hiérarchiser du contenu, comprendre les priorités. C'est là où on fait beaucoup de mapping, on fait pas mal de flow aussi. Voilà, on va pas aller là, mais on fait plein de choses. Un gros whiteboard interactif digital. Ouais, ça remplace les réunions en physique avec notre grand whiteboard où tu fais un peu tes flows, etc. Donc, très pratique. Parfait.
vu qu'on a parlé beaucoup de fois déjà, vu qu'il y a eu beaucoup de fois le mot collaboration, je pense qu'on peut parler d'un autre sujet, la collaboration. Donc, tu sais, justement, on utilise toujours plus des outils collaboratifs, on a une méthodologie de travail toujours plus collaborative, beaucoup moins linéaire. Tu sais, je pense qu'il y a toujours une interaction tout au long du projet. Est-ce que, peut-être, Catherine, tu peux nous parler plus de la collaboration avec les différents métiers qui existent chez Inventive, à savoir les product owners, les architectes éventuellement, les project managers, il y a beaucoup de métiers, je pense, avec lesquels vous interagissez. Je pense que le designer, bon, je vais dire, je sais pas si tout le monde serait d'accord avec moi, mais est au centre du produit. Oui, hein? Oui. Mais on fait un lien. La plaque tournante. On est un lien entre tous les métiers, je pense, du design d'application. Ouais. Il faut être en collaboration, être à l'écoute, puis parler avec tous les autres membres de l'équipe. Donc, valider avec le PO les acceptance criteria et s'assurer qu'on design la bonne chose avec les bonnes priorités. Les développeurs, on doit savoir est-ce qu'on a choisi les bonnes technologies ou est-ce qu'on a choisi des solutions que les développeurs vont être capables de développer ensuite pour la plateforme, ou non, on est dans le champ complètement parce qu'ils n'ont pas la technologie pour le faire. Donc, il faut être toujours en communication avec eux, valider souvent, très souvent, sinon c'est une erreur coûteuse. Les architectes aussi, bien sûr, le back-end, comment ça va marcher. C'est encore là, ils vont nous fournir la donnée, comment on la reçoit, puis nous, dépendamment si le produit est nouveau ou ancien, bien, on peut influencer comment la donnée va nous être retournée aussi. Donc, on a un rôle là-dedans sur la définition de cette donnée-là. Après ça, ben, le client, on est en relation avec le client tout le long du projet. On s'assure que la solution qu'on développe, il y a un processus pour y arriver, mais il faut que le client il soit d'accord aussi vers où on s'en va. S'il n'est pas heureux avec notre solution, on retourne à la planche à dessin puis on en trouve une nouvelle. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Les PM sont là pour nous aider aussi à structurer notre budget et notre temps. Scrum Master, est-ce que vous fonctionnez aussi par PM, Scrum Master, ils sont on fait des sprints aussi. On fait des sprints. En production, on participe aux sprints. Là, fait qu'on, pas mal. On est... oui, hein? Ouais. le refinement, le poker planning, les daily, la rétro. C'est un sacré emploi du temps. Ici, on fonctionne aux 3 semaines. Parfois, on le voit souvent en 2 semaines. Ça fonctionne aussi. Ça dépend, en fait, les livrables qui sont attendus au bout de ces 2 ou 3 semaines. Et ça permet d'être assez flexible sur notre travail, pouvoir pas revenir en arrière, mais ça permet de prendre les choses et de prendre le temps pour faire les choses. Puis, à l'intérieur de l'équipe design, est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions? Tu sais, mettons, toi, Alexia, t'es sur un projet en particulier, puis est-ce que tu travailles beaucoup avec d'autres designers ou Alors, ça dépend des projets. Chez Inventive, j'ai la casquette UX UI, donc je fais les deux. Je suis globalement toute seule sur mon projet. Tu passes la balle avec toi-même. Exactement, je passe la balle avec moi-même. Mais ce qu'on fait pas mal, c'est, et Catherine nous incite pas mal à le faire, c'est de faire des peer reviews. J'observe, je suis comme oui. Non, on fait pas mal, on fait des peer reviews, ce qui fait que tu demandes, c'est un peu un joker finalement, tu demandes l'aide à un ami. Et en fait, c'est un double exercice vraiment intéressant parce que toi, tu vas montrer ton travail pour récupérer du feedback et dire ok, j'ai du mal à trouver telle solution ou comment je pourrais faire pour faire ça. Et en fait, la personne en face va devoir te donner un bon feedback aussi pour t'aider. Donc finalement, l'exercice est double. Pas toujours facile, mais c'est vraiment... il y a un apport, je suppose, des deux côtés, tu sais, parce que l'autre personne, de voir ce que toi t'as fait, elle, ça lui permet d'avoir de prendre du recul sur son projet, etc. Elle a du recul, et parfois quand on travaille, parfois souvent, quand on est à fond dans un projet, on manque de recul. Vraiment, c'est le point le plus important à prendre, parce que ça te permet de prendre les bonnes directions, ça te permet de agir derrière et de bien orienter ton projet. Donc, peer review, très important. Très important. Puis c'est ça, au niveau de votre rôle,
puisque votre rôle est dense, puisqu'il est en constante évolution, je suppose qu'il y a une approche, si on peut dire, pédagogique. Est-ce que, Catherine, tu peux nous en dire plus, expliquer votre rôle à la fois à l'interne, à l'externe, comment ça se passe au quotidien dans un projet? Au quotidien dans un projet? Ouais, au quotidien. En plus, au début d'un projet, mettons, si tu dois l'expliquer à un client, tu sais, la manière dont vous allez interagir avec le client, etc. On va être impliqué depuis le début. Ouais. Dépendamment, c'est quel designer va être... Il y a beaucoup de cas de figure. De cas de figure, oui, ouais. J'aime ça. De cas de figure, dépendamment si c'est un projet avec une phase de découverte ou un projet qui commence de rien du tout, il va y avoir un UX researcher. Mais après ça, le designer UI, UX va être quand même impliqué le plus rapidement possible pour être vraiment au courant de vers où on s'en va. Puis ça permet à la personne de se faire déjà aussi une idée d'être allumée quand elle regarde des sites web ou des applications vers c'est quoi son prochain projet, puis ça peut me servir, j'ai vu ça. Poser des questions à d'autres personnes qui ont peut-être travaillé sur le même type de projet, donc être allumée. Puis ensuite de ça, rapidement, il va y avoir une interaction très, très directe avec le client. Et puis, une des choses qui est importante, c'est d'expliquer ce qu'on fait, puis comment on le fait et pourquoi on le fait tout le long du projet pour que le client il puisse comprendre pourquoi on arrive à une décision à la fin, pourquoi c'est comme ça qu'on a dessiné notre solution. Il y a une raison. Puis des fois, j'ai l'impression que les gens pensent que le design, c'est juste beau et voilà, j'ai décidé que ça allait être ça. Voici. Mais non, tu sais, on en a parlé depuis le début du podcast, là, mais il y a des données en arrière de ça, il y a des choix qui ont été faits et de l'expliquer à nos clients et même à l'interne, de l'expliquer pourquoi on est arrivé à cette solution-là. Tout le monde se rallie à nous et comprenne pourquoi c'est la meilleure solution. Ouais, parce qu'en fait, c'est super rationnel comme approche. Absolument. Mais c'est ça. Puis dans les projets, tu sais... les projets, je pense, sont pas linéaires. Tu sais, souvent, on parle, nous, chez Inventive, on parle des 5D, donc découverte, design, développement, déploiement. Bon, et le dernier, c'est pas un D, mais bref, développement continu, on va dire. Mais, tu sais, on le présente comme ça de manière linéaire pour favoriser la compréhension, mais on s'entend que c'est pas si linéaire que ça, dans le sens où vous, à l'étape du design, tu sais, elle est pas prise entre la découverte et le développement, dans le sens où elle s'arrête pas à partir du moment où les développeurs prennent le relais. Il y a un rôle continu à travers le projet. Puis je pense que le fait que ça soit en sprint aussi, c'est obligatoire dans un sens. Tu peux pas juste concevoir toute la solution puis dire voilà, je vous ai tout fait, je m'arrête là. Il y a une notion d'implication continue. Est-ce que Alexia ou Catherine, vous pouvez m'en dire plus sur comment ça fonctionne sur le développement du produit? Oui, je pense qu'on peut dire qu'il y a des temps forts en fait sur tout le processus. Il y a nécessairement une partie UX strat où tu discutes beaucoup avec le client pour comprendre les besoins. Ensuite, il y a une traduction de ces besoins et finalement, on est les premiers... les designers sont les premiers à formaliser en fait concrètement à quoi ça ressemble. On va parler de wireframe. Et la petite voix. Description. C'est ça. La voix narrative. Et une fois que t'es passé au wireframe, il y a d'autres étapes avant. Tu vas passer finalement à la partie plus UI où tu vas dire ok, nos utilisateurs ils seront plus en nuances de gris, on va faire des choses concrètes à quoi ça ressemble. Et là, bien en amont, tu as déjà commencé en fait à parler de ça aux développeurs parce que eux ils ont besoin d'avoir aussi de la vision sur ce que tu amènes parce que ça va mettre en place des solutions techniques. Et tout l'objectif, tout l'enjeu est là. Et une fois que tu as commencé à livrer ton UI, finalement, là où les développeurs vont prendre ton travail et le travailler, le faire exister quelque part, y a du suivi, en fait. Parce que il y a toute la partie... on fait une partie figée quand on est sur Figma, mais on pense aux animations, on pense à qu'est-ce que tu vas vivre en réel. En fait, est-ce que tu es en train de marcher dans la rue quand tu vas consulter ce site ou cette application? Est-ce que tu seras dans le métro? Qu'est-ce qui se passe si tu n'as plus de connexion? Voilà, plein de use cases réels qui font qu'on fait du QA, qu'on va aussi tester ça. Donc vraiment, il y a un très très large panel et finalement, y a des temps forts où on est plus ou moins sur le devant de la scène. Ok, c'est très clair. C'est la voix off qui fait tout. C'est ça.
Je pense que pour se diriger vers la conclusion, on peut finir en parlant de l'évolution dans le temps, à la fois des projets, mais aussi on peut commencer par l'évolution dans le temps de la place du design dans les projets. Je pense que Catherine, depuis que t'es là, c'est sûr que la manière dont on faisait les choses il y a 11 ans par rapport à maintenant a radicalement changé. Est-ce que tu peux nous dire ce qui est resté pareil, peut-être plus les principes, ou je sais pas, je te laisse me dire, puis ce qui a vraiment beaucoup changé? Qu'est-ce qui est resté pareil? Ben, on fait toujours des wireframes puis on fait du UI. Ça n'a pas changé. On fait toujours ça. Mais notre implication... L'évangélisation des clients aussi, ça n'a pas changé, ça. Non, on fait toujours en train d'expliquer. Ouais. Même en interne. Même à l'interne, toujours. Mais je pense qu'il y a une plus grande importance qui est reconnue maintenant de la recherche. Donc, tout le volet... Puis on parle de UX, UI ici, le plus dans le podcast, mais tout le volet UX Research était pas tant nécessaire d'après nos clients il y a au début de mon commencement. Là. Maintenant, on voit, et je pense que les clients se rendent compte que c'est important de bâtir la solution sur des données réelles et non pas le désir du directeur marketing de dire « c'est ça que je veux ». Oui, mais tes usagers, peut-être qu'ils veulent pas ça. Donc, ça a changé beaucoup dans les dernières années. Le design est rendu partout. Le design, le UX, on entend ça partout. Donc, les gens sont plus conscients. Nos clients sont plus éduqués. On le voit, on a des clients qui connaissent ça, qui savent c'est quoi les étapes pour faire un produit. Avant, pas du tout. Donc, on a encore du coaching à faire pour plusieurs, mais avant, c'était drôlement plus ardu là, d'expliquer pourquoi il fallait faire les choses et pourquoi ça valait la peine de le faire. Donc, vraiment, il y a une grosse évolution là-dessus. Là. Et est-ce que ça fait varier la place du design dans le projet aussi? Est-ce qu'avant, la place du design était plus, comme on l'a dit avant, linéaire, puis alors que maintenant... Votre rôle est constant et présentement... on est en agile, là, fait que nous, on est constant. On est là constamment. Constamment dans le projet. Mais oui, il fut un temps où... c'était des projets waterfall, on va sortir des beaux mots, là. Mais à waterfall, la phase design était faite au complet, validée au complet. Et après ça, on allait en solution technologique puis on l'implémentait. Mais à chaque fois que tu arrives en implémentation, il y a des choses, il y a des problèmes, il y a des choses que tu n'as pas pensées, ou il y a des choses qui ont changé entre-temps, ou la technologie a changé, ou... Il arrive toujours quelque chose. Donc, le fait d'être agile, ça dit, on est agile, on se réajuste. Donc, on y va, on en fait une partie, on développe. Pendant qu'on développe une nouvelle partie, côté design, les développeurs sont en train de faire la première partie. On peut tester, on peut se réaligner. On va pas trop loin avant d'arriver avec une solution complète. Puis, on essaye de la tester aussi le plus rapidement possible. Et en continu, c'est le meilleur pour être sûr que nos usagers aussi, on répond vraiment bien à leurs besoins. Là. C'est vraiment plein d'outils qu'on a maintenant qu'on avait moins avant. OK. Puis, si on parle d'évolution, on peut parler de l'évolution du projet en lui-même. Un projet, on s'entend que maintenant, quand on le développe, comme tu l'as dit d'ailleurs au tout début, Alexia, on pense à la solution qu'on va devoir livrer dans 6 mois, dans 1 an, mais il faut aussi penser à comment elle sera dans 3 ans, dans 5 ans. Puis, je pense que vous pouvez davantage développer sur ça, mais à quel point c'est important qu'un projet, qu'un outil numérique, surtout applicatif, évolue fréquemment, constamment, s'adapte toujours plus aux tendances. Est-ce que l'une de vous peut en dire davantage? Si on n'évolue pas, l'outil il meurt. Donc, il meurt de sa belle mort et il faut suivre l'avancement de la technologie. Donc, il faut continuer à bonifier, bonifier l'application ou le programme. le site web applicatif pour enrichir la plateforme. Sinon, ça meurt. Ça meurt de sa belle mort. Oui, parce qu'on voit des applications qui n'ont pas été... updaté ou updaté depuis quoi? 2 ans, c'est déjà complètement obsolète. C'est un travail continu. Le mieux, c'est d'avoir des analytics dans notre app puis d'aller voir qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui n'est pas utilisé et de toujours aller se raffiner et ajuster
constamment. Donc, c'est vraiment de faire une planification. Où est-ce qu'on veut aller dans 5 ans? Mm-hmm. On n'est pas obligé de tout faire au début, mais on va s'y rendre, Ouais. on va bonifier, puis on va s'ajuster. Voir la destination finale, puis faire en sorte que le voyage aille dans la bonne direction. Exactement. Quelle belle analogie. Voilà. Avec cette conclusion quasi poétique, je vous remercie vraiment d'avoir été là aujourd'hui. Je pense qu'on a rempli notre objectif. On a trouvé notre solution idéale pour le podcast, c'est-à-dire de présenter la place du UX UI dans les outils numériques qu'on développe. Puis c'est sûr qu'on pourra le bonifier de plein de types de contenus différents, mais je pense que c'était un bon point de départ pour nos auditeurs. Donc, merci Catherine, merci Alexia. Merci Puis, Estelle. à très bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye.